messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 14 avril. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu le Premier ministre palestinien, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Mohamed Mustafa. Le président de la République a reçu le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergueï Alaynik. Nous l'écouterons tout à l'heure. À l'occasion chômage, la présidence de la République dément les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités de son octroi. Les détails dans cette édition. Pas moins de 73 nouvelles décisions d'attribution de foncier économique des bénéficiaires inscrits sur la plateforme de l'AAPI qui a traité plus de 6000 dossiers depuis sa création. À l'étranger, crainte d'escalade au Moyen-Orient après la riposte iranienne contre l'occupant israélien. Des centaines de missiles et de drones tirés vers les territoires occupés alors que l'entité sioniste poursuit ses attaques meurtrières à Gaza et promet de répondre. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République a reçu le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Mustafa. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama. Je vous invite à écouter le Premier ministre palestinien après son audience avec le président de la République, Majid Tebboune. Nous avons rencontré cet après-midi le président de la République Abdelmajid Tebboune, auquel nous avons transmis les salutations de son frère Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, ainsi que les remerciements de ce dernier et ceux du peuple palestinien pour le soutien indéfectible qu'apporte l'Algérie à notre pays sur tous les plans. Nous avons également tenu à remercier le président Tebboune pour les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU afin de protéger les droits du peuple palestinien de manière générale, mais aussi pour son soutien à la demande d'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Le président Tebboune nous a réaffirmé son soutien et la position immuable de l'Algérie aux côtés de notre pays, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir gain de cause et atteindre cet objectif, mais aussi jusqu'au recouvrement de son indépendance. Nous avons également remercié le président de la République algérienne pour tous les efforts consentis afin de porter aide et assistance au peuple gazaoui qui subit les affres de la guerre menée contre lui par le colonisateur israélien. Nous avons remercié le président pour les efforts déployés afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent. Le président nous a réaffirmé que l'Algérie redoublera d'efforts afin d'y parvenir. Nous lançons à cette occasion un appel à tous afin de faciliter l'entrée des aides dans l'enclave et soutenir ainsi les Gazaouis qui résistent de toutes leurs forces pour rester dans leur pays et ne pas abandonner leurs terres. Nous fondons de grands espoirs en notre nation arabe et en nos frères algériens, mais aussi en notre peuple, lequel pourra sortir victorieux de cette guerre ignoble qu'il subit. Gloire à la Palestine et à la nation arabe. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu ce dimanche le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Sergueï Alaynik. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Je vous propose d'écouter le ministre biélorusse.
Je sors tout juste d'une audience qui m'a été accordée par le président de la République algérienne, durant laquelle je lui ai transmis une lettre de la part du président biélorusse. Une lettre qui a pour objet de donner une forte impulsion aux relations algéro-biélorusses. Nous avons, lors de notre rencontre, passé en revue l'état de nos relations et avons discuté des voies et moyens de renforcer notre coopération dans le secteur de l'industrie, de la culture, ainsi que d'autres domaines, à l'instar de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Nous avons ainsi convenu de tenir la première réunion entre l'Algérie et la Biélorussie pour développer la coopération dans le domaine touristique et éducatif. Comme nous avons également échangé les points de vue sur les questions internationales tout en nous mettant d'accord pour soutenir les efforts de toutes les organisations internationales, mettant l'accent sur la nécessité d'édifier un monde multipolaire. Je tiens à souligner que cette visite s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous sommes disposés à concrétiser toutes les décisions qui ont été prises. Coopération toujours, et le Premier ministre Nadel Arbaoui a eu des entretiens avec le Premier ministre palestinien, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Mohamed Mustafa. Arrivé hier en Algérie, les deux parties ont examiné les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza, et les retombées de l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien. Les relations de fraternité, de solidarité liant les deux pays et peuples frères ont également été passées en revue. Le Premier ministre palestinien a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour le soutien constant de l'Algérie au peuple palestinien et sa juste cause, et pour ses efforts soutenus pour l'arrêt immédiat de l'agression israélienne barbare contre Gaza et l'acheminement des aides humanitaires, outre la mobilisation du soutien en faveur de l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part entière des Nations Unies. Et entretien élargi également entre le Premier ministre palestinien, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Mohamed Mustafa, avec le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf. À cette occasion, le ministre palestinien a salué les efforts algériens historiques dans le soutien de la cause palestinienne, notamment se fournit dernièrement au Conseil de sécurité pour l'obtention par la Palestine du statut de membre à part entière aux Nations Unies. Au sanctuaire des martyrs à Alger, le Premier ministre palestinien a déposé une gerbe de fleurs sous la stèle commémorative et a récité la Fatiha à la mémoire des Shuhada de la glorieuse révolution. Accompagné du ministre des Moudjahidines et des ayants droit à l'Aïd Arbiga, le ministre palestinien a visité également le musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications au sujet des différentes étapes de la lutte et la guerre de libération avant de signer le livret d'or du musée. Le Premier ministre palestinien a visité Jama al-Jazair, où il a été accueilli, ainsi que la délégation qui l'accompagnait, par le recteur de la mosquée, Cheikh Mohamed El-Ma'moun Al-Qassim El-Husseini, en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit. L'Aïd Arbiga, devant la maquette de l'édifice Mohamed Mustafa, a écouté un exposé détaillé sur ce haut lieu cultuel et civilisationnel. Et le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Mustafa, a quitté Alger cet après-midi au terme d'une visite de 2 jours. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Ouad Boumediene par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Dans l'actualité, ce démenti de la présidence de la République et les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités de l'octroi de l'allocation chômage sont sans fondement. Ces arguties en ce temps bien précis et qui prêtent à confusion, relèvent des fake news, voire de la manipulation, précise le communiqué de la présidence, qui tient à rassurer que cette mesure phare, qui a pour objectif de soulager une frange de la société, notamment nos jeunes, est un acquis
irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation à chômage qui ouvre également droit à une couverture sociale et à la carte Chifa. Économie avec l'octroi de nouveaux lots de terrain pour l'investissement, 73 en tout attribués à des porteurs de projets inscrits sur la plateforme numérique destinée à l'investissement. Cérémonie supervisée par le directeur de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Hanan Bourayou, commentaire de Walid Yousfi. Après la distribution de près d'une centaine de décisions en mars dernier concernant 17 wilayas, la API revient cette fois-ci avec une seconde cérémonie d'octroi de foncier à caractère économique répartie sur une dizaine de wilayas. Une opération qui se poursuivra sur la plateforme numérique de l'investisseur. Nous avons distribué aujourd'hui 73 décisions concernant 11 wilayas, auxquelles s'ajouteront 26 décisions qui étaient en cours d'examen au niveau du comité d'experts installé auprès de l'agence, portant ainsi le nombre total de biens immobiliers octroyés depuis le début du processus à 196 assiettes pour un montant d'investissement prévisionnel total atteignant environ 278 milliards de dinars, avec l'engagement de créer plus de 27 000 postes d'emploi directs permanents. Une opération saluée par les investisseurs. 39 autres demandes sont toujours en cours d'étude par le comité d'experts. Nous sommes très contents de cette opération. Ça fait longtemps que nous attendons cela. Ces décisions nous permettront de donner vie à nos projets. Nous avons besoin de ce foncier industriel pour étendre notre activité. Nous sommes très heureux de l'accompagnement que nous fournit l'État. Grâce à cela, nous pourrons entamer notre production. L'API a annoncé à l'occasion que de nouvelles assiettes foncières seront affichées à partir de la semaine prochaine d'une superficie globale de 300 hectares et incluant 11 wilayas. Autre nouveauté, l'offre foncière au profit des investisseurs se fera à l'avenir en temps réel sur la plateforme de l'investisseur. Agriculture avec le début précoce de la campagne de moisson-battage dans certaines wilayas du pays, le cas à Tébessa, où l'on s'attend à un meilleur rendement que l'année dernière. Les autorités locales ont d'ailleurs mobilisé tous les moyens pour réussir l'opération. Illustration dans la commune de Ferken avec Abdelrahman Jebah, commentaire de Raouf Hamouche. La campagne moisson-battage s'annonce plutôt bonne au sud de la wilaya de Tébessa, dans la région de Djache. Plus précisément, certains agriculteurs ont enregistré un rendement appréciable, où le seuil du rendement de la région pourrait dépasser les 1080 quintaux à l'hectare. La campagne de moisson-battage a été lancée précocement dans cette région. Cela a été rendu possible grâce au système d'irrigation qui se repose sur une irrigation complète des périmètres cultivés. Cette année, nous tablons sur une récolte qui avoisine les 1080 quintaux. Pour la réussite de la campagne moisson-battage à Tébessa, tous les moyens ont été mobilisés par les autorités concernées qui prévoient un rendement d'environ 1 demi-million de quintaux à l'hectare de tout type de céréales. Nous devons une fière chandelle à tous les agriculteurs qui ont été mobilisés à 100% pour assurer la sécurité alimentaire de la région. Des champs de céréales à perte de vue que des agriculteurs s'affairent à moissonner. À Tébessa, la récolte de cette année laisse présager d'une saison exceptionnelle. Autre filière qui bénéficie d'un intérêt particulier de la part des autorités, l'oléiculture, destinée notamment à la fabrication d'huile de table. Dans certaines localités de Batna, l'olivier trône en maître malgré les défis comme la sécheresse. Une exploitation de la région a atteint la capacité de traitement de 65 tonnes d'huile d'olive par jour. Je vous propose de la découvrir dans ce reportage de Yanis Saïd Belkacem. Nous sommes dans la plus importante oliveraie de la région de Batna où la grandeur de la nature et le labeur des hommes se rencontrent harmonieusement. Avec ses 15 000 oliviers, ce périmètre de 54 hectares est un véritable trésor pour l'agriculture locale. Cette année, on a produit à peu près 7 000. On attaque notre production et on fait en même temps de la prestation aux oliculteurs de la région et qui est des wilayas d'à côté. Chaque goutte d'huile est aussi obtenue dans le respect le plus strict du procédé d'extraction, assurant une qualité exceptionnelle de production. Le procédé avec lequel on travaille, c'est un procédé mécanique à froid. On a 2 chaînes continues, chacune elle est de capacité de 76 tonnes jour, les 760 quintaux jour.
L'olivier, le socle fondamental de l'agriculture locale, tissant des liens étroits avec les habitants et leurs traditions séculaires, notamment grâce aux facilitations administratives efficaces. Ces derniers temps, on a eu des facilitations administratives, à commencer par la wilaya de Batna, autorisation de forage, autorisation d'exploitation définitive. Alhamdulillah, il y a un accompagnement. On essaie de savoir quels sont les obstacles qu'on rencontre dans nos jours de travail. Alhamdulillah, ça avance quand même par rapport aux années précédentes. Grâce à son précieux or vert, cette terre continue de prospérer, portant haut les couleurs de son héritage agricole séculaire. À l'étranger, à Raza, les bombardements sionistes se sont poursuivis dans la nuit et ce dimanche, visant de nombreuses zones peuplées. Des dizaines de Palestiniens ont été tués au camp de Nusayrat, Khan Younes, Deir el-Balah et d'autres régions où les réfugiés s'entassent dans des conditions inhumaines. La barbarie sioniste s'intensifie également en Cisjordanie occupée, nous dit Amal Esseredir. Bombardée, assiégée, la bande de Raza s'est transformée en piège mortel pour ses habitants, confrontés à l'exode, au froid et à la faim. Ils attendent d'impuissants l'assaut annoncé sur Rafah. Entre-temps, les attaques aériennes et les tirs d'artillerie sionistes ne laissent aucun répit aux Razaouis. Elles ont fait aujourd'hui dès l'aube des dizaines de morts et de blessés. Les zones densément peuplées et les infrastructures vitales sont délibérément ciblées. 5 autres Palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs dans un bombardement qui a visé des centaines de personnes alors qu'elles tentaient de regagner leur foyer dans le nord de la bande de Raza. Des raids dévastateurs ont également ciblé les quartiers d'Al-Nusayrat, El-Mouraqa et la ville de Zahra, ainsi que les régions de Deir el-Balah et Khan Younes, semant la terreur parmi les civils. En Cisjordanie occupée, des opérations d'intrusion, de perquisition et d'arrestation sont menées quotidiennement. 464 personnes sont tombées en martyrs et 4800 autres ont été blessées depuis le 7 octobre 2023. Et depuis vendredi, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 60 autres ont été blessés. La plupart par des balles des forces d'occupation et des colons. Les appels à la retenue et à la protection des civils innocents continuent à résonner à travers le monde et l'urgence d'un cessez-le-feu permanent devient criante. Et l'entité sioniste promet de riposter à cette véritable pluie de missiles et de drones armés qui s'est abattue hier sur les territoires palestiniens occupés par l'entité sioniste. Justement, la salve iranienne a duré plusieurs heures mais n'a pas fait beaucoup de dégâts. Elle vient en représailles à l'attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie. Face aux craintes d'escalade dans la région, les États-Unis appellent l'entité sioniste à des consultations avant toute riposte. De son côté, le voisin syrien estime que l'Iran avait exercé son droit à l'autodéfense en menant ces frappes inédites. Et grande répression au Maroc contre les militants anti-normalisation. Plusieurs personnes ayant manifesté leur soutien à la cause palestinienne et dénoncé les accords du Marzan avec l'entité sioniste ont été arrêtées et jugées ces derniers mois alors que les manifestations populaires se poursuivent. Yamina Saïchi. Depuis le déclenchement de l'opération déluge al-Aqsa et les massacres à Raza, le régime du Marzan impose une répression féroce contre toute voix s'élevant contre la normalisation avec l'entité sioniste, réprimant violemment ceux qui osent dénoncer le génocide du peuple palestinien à Raza, allant jusqu'à prononcer de lourdes peines pour de simples posts sur les réseaux sociaux. Le tribunal de Mohammedia a condamné à 5 ans de réclusion criminelle le dénommé Abdelrahman Zendak, membre du Front marocain de soutien à la Palestine, pour avoir dénoncé la normalisation et critiqué sur la toile la position du Marzan sur le massacre à Raza. Son cas n'est pas isolé, plusieurs autres militants ont été arrêtés pour des motifs similaires. Youssef El-Hirish, également arrêté pour ses publications pro-Palestine, a été placé en garde à vue prolongée et risque des peines sévères selon les articles du Code pénal marocain relatifs à la diffusion d'informations sans consentement de leurs auteurs et à l'atteinte à un agent public. Ces actions répressives visent à étouffer la colère montante du peuple contre le parti pris du Marzan pour l'entité sioniste, affichant un mépris honteux pour le martyr du peuple palestinien. Les hommes de Abdellatif Hamouchi, patron de l'antiterrorisme et de la police, sont chargés du contrôle des contenus numériques, réprimant toute voix dissidente, même sur les réseaux sociaux.
Le sombre régime dictatorial de Mohamed VI redouble d'ingéniosité en matière d'atteinte aux libertés fondamentales et d'emprisonnement de journalistes et de militants pour leur opinion. En somme, toute voix libre est sommée de se taire au Maroc. Retour dans le pays, on va à la rencontre de la propriétaire d'une maison d'hôte à Tlemcen, Zahra, qui après des années à l'étranger retrouve sa terre natale et ses racines pour y réaliser un de ses rêves. Labnour nous fait découvrir ce personnage en couleur et nous raconte son histoire pour le moins intéressante. Joviale, généreuse, accueillante, Zahra fredonne souvent cette chanson. Pourtant, le choix ne s'est jamais imposé pour elle concernant son retour aux sources. C'était une évidence. Pour le nouveau départ, l'informaticienne, à peine retraitée, il y a 10 ans, vend tous ses biens en France et s'installe à Tlemcen, son Algérie à elle. Il y avait un manque de l'Algérie, notre Algérie, pendant des années. Pour nous, ayant grandi là-bas, en France, c'était un mystère. Plein de questions qui se posaient. Mais en fait, on avait toujours dans la tête l'Algérie. Et j'avais envie de quelque chose de vivant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne du ressort, quoi. Retour aux années 54-55. Zahra, sa sœur, accompagnée de leur mère, quitte le pays pour rejoindre le père qui avait déjà quelques années en France. Elle avait à peine 4 ans. La voix des soldats français qui perquisitionnaient leur ferme vient hanter de temps en temps ses nuits. Le chapeau qu'elle a perdu sur le chemin vers le port, le bateau et les retrouvailles avec le papa. Des images qui ont forgé, entre autres, sa personnalité, même si la gamine n'avait pas encore conscience du poids de l'exil. Nous, on ne se rendait pas trop compte, c'est surtout les parents. On le voyait à travers les parents. Par exemple, le 17 octobre 61, il y a eu une rafle à Paris. Et en fait, j'ai vu à travers mon père qu'il se passait quelque chose de dramatique. Parce que mon père, jamais je ne l'avais vu pleurer. Et là, il me tournait le dos, il était face à une fenêtre et il pleurait et je voyais ses épaules. Il suffoquait de pleurs. Zahra Benaïssa renoue avec l'Algérie et sa ville natale à l'âge de 20 ans. À ce moment-là, la magie opère et elle savait qu'elle reviendrait un jour pour y vivre. Aujourd'hui, sa maison d'hôte au cœur de Tlemcen symbolise cet attachement et son identité. Mais pas que, c'est une belle aventure pour la Tlemcenienne. L'aventure, elle est très belle, vous savez pourquoi ? Parce qu'ici ne rentrent que les gens qui sont extraordinaires. Je vous assure. Ce qu'on propose, c'est des partenariats avec des gens qui ont une compétence dans un domaine ou un autre. On travaille avec des réseaux qui travaillent comme nous, avec petite échelle, avec le respect justement de tout ce qui est nature. Mais Zahra propose également un voyage dans le voyage, à travers les 6 chambres à thème et sa table d'hôte, mettant en avant une bonne partie du patrimoine algérien. Chaque espace est une invitation à la découverte. Et ce n'est pas tout, elle vient d'aménager le garage de sa maison pour organiser des ateliers culturels. Qui a dit qu'on ne pouvait pas pousser les murs ? C'est des ateliers gratuits. On est partant pour tout ce qui est culturel. Et j'aime aider justement les gens qui sont dans la culture, mais qui n'ont pas forcément les lieux adaptés, etc. On a fait des ateliers lecture à voix haute pour les enfants. On a fait un café littéraire. Parallèlement, des ateliers culinaires et couture sont également au programme. Et pour les amateurs des randonnées, Zahra fait partie de l'association des randonneurs de Tlemcen. Il suffit d'avoir une bonne paire de baskets. Football et la rencontre ce soir entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Match prévu au stade olympique du 5 juillet à suivre en direct à partir de 20h30 sur la 6e chaîne Al-Shababi. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.